Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, merci à vous. Je vais effectivement vous présenter mes travaux de HDR dans une présentation qui s'intitule Analyse automatique d'images, pour laquelle nous allons nous intéresser à différentes approches, les approches expertes, qui sont maintenant concurrencées par des approches dites par apprentissage. Donc dans l'ensemble de ces travaux, nous allons nous intéresser à cette potentielle dualité, mais nous allons également voir dans quelle mesure nous pouvons associer ces différents concepts, ces différentes approches, pour aller plus loin dans ce que l'on appelle l'apprentissage profond actuel. Alors, l'organisation de la présentation sera la suivante. Nous commencerons par un court CV, suivi de la présentation de la problématique de recherche. À partir de là, nous découlerons à 3 contributions, une associée au pré-traitement des données, une autre à l'extraction de caractéristiques, et enfin une discussion sur l'apprentissage, en particulier avec les réseaux de neurones, avant de synthétiser et conclure. Alors, tout d'abord, un court CV. J'ai une formation d'ingénieur sur Grenoble, qui s'est achevée en 2003, en même temps qu'un DEA, un diplôme d'études approfondies associé à Grenoble INP. Signal image parole télécom, plutôt section 61, mais aussi 27. Et mon doctorat s'est déroulé au laboratoire GIPSA, encore une fois à Grenoble, et traitait d'analyse d'images vision par ordinateur dans un contexte avec l'utilisation d'approches bio-inspirées, de modèles de perception visuelle humain pour réaliser cette tâche de vision. S'en est suivi une période d'ATER dans la continuité des travaux de thèse au laboratoire GIPSA et Grenoble INP, puis un post-doctorat au laboratoire IRSIN à Nantes sur une thématique d'évaluation de qualité perçue sur les écrans de nouvelle génération. Et depuis, je suis en poste en section CNU 27 à l'université Savoie-Mont-Blanc, au laboratoire listique pour la recherche, et je suis affecté à l'IUT pour la tâche d'enseignement. Alors si on doit synthétiser ces 2 grandes activités qui font le métier de maître de conférence, tout d'abord sur la tâche d'enseignement, je suis affecté au département informatique de l'IUT qui est en large sous-encadrement, une équipe jeune, très motivée, d'où une charge d'enseignement relativement importante. Alors si on regarde l'évolution du volume d'enseignement au cours des années, il y a eu un démarrage relativement déraisonnable, comme on pourrait le qualifier, qui tend à arriver vers un équilibre, vers une volumétrie beaucoup plus raisonnable pour laisser de la place à la recherche. Donc dans ce cadre-là, j'enseigne l'informatique, la vision par ordinateur, également l'apprentissage automatique maintenant, et cet enseignement se découle principalement à l'IUT, mais va maintenant jusqu'au doctorat. Un fait important, c'est le fait que dès mon arrivée, j'ai pris en charge la responsabilité d'une licence professionnelle en apprentissage, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie. Donc dans ce cadre-là, on a une charge à la fois administrative et de suivi individuel des étudiants en entreprise qui vient s'ajouter à la charge d'enseignement. Mais dans ce cadre-là, ma tâche de recherche, elle, a réussi à se construire. Elle tourne autour de la compréhension automatique des images. Elle a commencé dans le domaine multimédia et se déploie maintenant sur d'autres thématiques comme le remote sensing, mais aussi l'astrophysique. Et à ce titre-là, nous avons un taux de publication qui va croissant. On peut voir une cohésion entre ces 2 courbes relativement raisonnable. Avec un retour à l'enseignement raisonnable, on peut effectivement augmenter son taux de publication. Alors, du point de vue des indicateurs recherche, un certain nombre d'encadrements de thèses, 3 révolus et 3 toujours en cours, de l'accueil de post-doctorants et master, bien entendu, un nombre de publications qui en découlent autour de 7 articles en revue et une trentaine d'articles en conférence. Tout ce travail est également associé à de l'animation de groupe qui a pu être réalisée au sein du GDR-ISIS dans le cadre des actions IRIM puis MEM, qui s'articule autour de la participation à un concours international qui s'appelle TREGLID, pour lequel nous avons pu participer au sein du laboratoire listique avec un certain nombre d'autres laboratoires français dans un consortium de laboratoires IRIM pour répondre à des tâches d'analyse automatique d'images en indexation vidéo. Donc c'est une source de collaboration et de progression rapide des montée en compétences qui est permise par ces différentes actions.
un certain nombre, j'ai pu participer à un certain nombre de projets académiques, le dernier étant le projet Game Learn avec le laboratoire de physique LAP à côté, qui fait partie de l'université, et puis des projets universitaires. Et enfin, du point de vue entreprise, des collaborations avec des grands groupes, par exemple avec un grand groupe en particulier Total, mais également des startups locales, voire parisiennes. Dans le cadre de ces activités, on note l'édition de certains logiciels libres qui sont les produits de cette recherche. Donc si maintenant on s'intéresse au sujet principal du jour qui est la recherche, il tourne autour de le thème principal et l'analyse d'images. La problématique est la suivante. Nous souhaitons décrire l'information visuelle, tout comme le ferait l'humain. Alors si je vous présente cette image, donc avec la qualité d'affichage qui peut vous être proposée sous les yeux, nous avons ici une image qui, même pour vous, humains, peut être intrigante. Alors je vous laisse la découvrir, mais vous êtes plus ou moins conscient, enfin normalement tout le monde est conscient, que vous êtes déjà en train de réaliser une tâche d'exploration potentiellement de haut niveau sémantique, où vous allez essayer de comprendre cette image, détecter des objets, comprendre le contexte, essayer de la catégoriser. Vous êtes en train de réaliser une tâche que l'on appelle de haut niveau sémantique. Nous, informaticiens et chercheurs en analyse d'image, nous souhaitons réaliser un type d'analyse similaire, et dans ce cadre-là, cette image, pour nous, s'assimile à une donnée, que je vais appeler X, de très grande dimension, avec laquelle il faut réaliser un certain nombre de tâches. Alors justement, ces tâches de haut niveau sémantique, on peut les représenter sous la forme d'une fonction, et ce que vous, humains, avez réussi à faire consciemment ou inconsciemment en analysant cette image, vous avez réalisé des tâches potentiellement de catégorisation. Et cette image étant compliquée, vous avez peut-être associé à cette image un certain nombre de labels, par exemple la notion de paysage, d'image 360 degrés ou HDR, grande plage dynamique pour ceux qui connaissent. C'est une scène de plage, c'est une scène de matin, il y a du ciel bleu. Bref, vous avez pu potentiellement assigner tous ces labels, cette catégorisation à cette image. On a d'autres tâches comme la tâche de détection d'objets. Peut-être les avez-vous vus, il y a des panneaux, il y a des bâtiments. Ça peut être une tâche de détection spécifique. On peut retrouver d'autres tâches comme la segmentation, ici sémantique, vouloir associer une catégorie à chacun des pixels qui composent l'image. Et puis il y a d'autres tâches comme par exemple l'indexation avec, par exemple, la recherche d'images similaires. Donc on parle ici de tentatives par des moyens informatiques et mathématiques, d'estimer des fonctions qui nous permettent de passer de la donnée brute X à une information de haut niveau sémantique qui peut ressembler, qui peut être associée aux tâches que je viens de vous montrer. Alors, dans ce cadre-là, on a un certain nombre de problématiques et surtout des verrous scientifiques. Et ces verrous scientifiques, le plus simple à comprendre est la dimension des données. Une seule image est composée d'un très grand nombre de pixels, typiquement plusieurs millions, et il faut arriver à manipuler cette image, en extraire une information pertinente dans cet espace à grande dimension. Également, on parle de fossé sémantique, c'est cet écart qu'il y a entre l'information au niveau pixel qui compose cette image et la conclusion de la tâche que vous voulez réaliser, associée à l'ensemble de ces pixels, une catégorie, réaliser une segmentation sémantique. Nous avons un fossé extrêmement important entre la donnée brute et la conclusion attendue. Et enfin, pour tous ces contenus, nous avons une grande variabilité des données. Par exemple, si je m'intéresse à la catégorie coccinelle, je peux avoir plusieurs images de coccinelle comme celle-ci représentée, avec le même concept coccinelle, pris dans différentes configurations. On a différentes espèces de coccinelles, en particulier celle-là qui peut être intrigante, mais toutes sont attachées au concept coccinelle. Et on voit qu'au sein d'une seule catégorie, les coccinelles, on a déjà une variabilité assez forte. Alors, si on s'intéresse maintenant à l'état de l'art, comment est pris en charge l'estimation de ces fonctions qui nous permettent de réaliser des tâches de haut niveau sémantique, nous pouvons distinguer, dans un premier temps, les approches expertes. Et la philosophie est de décomposer le problème en un ensemble, en une cascade de sous-fonctions. Alors on peut identifier par exemple une fonction de pré-traitement qui va donner ses résultats à une fonction d'extraction de caractéristiques sur laquelle un module de prédiction va pouvoir s'appuyer pour réaliser une tâche, par exemple de catégorisation ou segmentation sémantique.
L'avantage de ce type d'approche est que l'ensemble des méthodes est relativement bien maîtrisé. On fait appel à un certain nombre d'a priori qui nous permettent d'avoir des fonctions paramétrées par un nombre d'hyperparamètres relativement limité que l'on pourra optimiser, pourquoi pas dans une phase d'apprentissage, avec un nombre raisonnable d'échantillons. Un autre avantage de cette approche, c'est qu'elle est plutôt explicable parce qu'on répond pour chacune des fonctionnalités à un cahier des charges relativement précis. On est capable de comprendre la réponse de chacun des modules pris indépendamment. D'un autre point de vue, un petit peu plus matériel, on pourrait vouloir délocaliser certains processus, par exemple rapprocher la tâche de pré-traitement, voire d'extraction de caractéristiques, la rapprocher de la source d'information, et au contraire, le module de prédiction, le rapprocher de l'utilisateur. Donc on a cette flexibilité qui est apportée par cette structure. Par contre, une question, cette approche-là, est-elle suffisamment expressive pour répondre aux enjeux que l'on s'est fixés, répondre à des tâches de haut niveau sémantique avec une forte variabilité dans les données? À l'opposé, nous voyons plutôt s'imposer des méthodes dites par apprentissage automatique en particulier, et on parle d'apprentissage profond. C'est ce qui se cache actuellement sous l'intitulé intelligence artificielle actuellement. Ici, l'approche est complètement différente. On veut traiter le problème de bout en bout. On veut insérer notre image, notre donnée brute en entrée pour avoir directement une information de haut niveau sémantique en sortie. Pour cela, nous avons une seule fonction qui est en fait une composition d'un grand nombre de fonctions. C'est dans ce cadre-là qu'on parle d'apprentissage avec des structures profondes. Et pour chacune de ces fonctions, nous avons un grand nombre de paramètres. Pour cette unique fonction, on peut avoir quelques millions de paramètres. Et la problématique est comment faire pour l'optimiser de bout en bout avec des garanties de convergence. Alors pour cela, on va devoir s'appuyer sur de grands jeux de données, ce qui fait la vraie différence avec les approches expertes. Mais les questions que l'on se pose dans ce cadre-là est la fonction que l'on va définir avec tous ces paramètres est-elle entraînable? Avec quelles données peut-on les entraîner? Et surtout avec quels critères d'optimisation? Les questions qui se posent une fois que le système est entraîné ont trait à l'explicabilité, la justification des réponses données par le système. Si, par exemple, dans le cadre de la voiture autonome, on doit justifier les réponses d'un système de conduite automobile suite à un accident, comment décoder le processus qui a été réalisé pour la prise de décision de conduite. Et enfin, d'un point de vue matériel, si j'ai envie de délocaliser certaines portions de mon calcul tout au long de ma chaîne, comment puis-je découper en morceaux cette bande fonctionnelle? Donc, dans ce cadre-là, je vais vous présenter mes contributions qui s'articulent autour de ces deux types d'approches. Et dans cette présentation, je vais vous présenter un certain nombre de contributions sur chacun des processus. Je vais distinguer d'abord quelques contributions sur la tâche de pré-traitement, pour laquelle je vais parler de compression de dynamique de luminance et d'atténuation d'effets de brume. Sur la partie extraction de caractéristiques, je vais vous parler de description spatio-temporelle et d'approche par transfert. Et enfin, nous terminerons par des méthodes basées sur l'apprentissage, en particulier avec peu de données. Alors, commençons par le pré-traitement. L'idée du pré-traitement est d'introduire une forme d'invariance aux transformations qui sont liées à notre captation. J'ai une grandeur physique dans mon environnement que je vais appeler X, que je veux utiliser, capter, mesurer. Pour cela, mon capteur va me renvoyer une information que j'ai appelée ici X-tilde, qui est une transformation de ma donnée initiale, qui peut être une transformation linéaire, non linéaire, avec, on compte, un ajout de bruit, additif comme représenté ici, ou multiplicatif, et l'invariance que je veux introduire dans le pré-traitement est le fait que pour une même information X, captée de différentes façons, dans différents contextes, j'aimerais avoir, en sortie de ce pré-traitement, une réponse similaire. Alors, un exemple, je prends en photo avec 3 paramétrages de sensibilité de ma caméra différents la même scène, ici avec une grande plage dynamique que je compresse pour représenter ici au tableau, une exposition un peu différente et puis une surexposition. C'est ma sortie de capteur, j'aimerais proposer un pré-traitement qui me permette de donner la même image pour ces 3 captations. Alors, dans ce cadre-là, je vais vous présenter une approche experte. Et pourquoi ne pas prendre un modèle
qui a évolué sur quelques centaines de milliers d'années, sur quelques générations tout de même, un modèle de rétine, le système visuel humain, son point d'entrée, effectivement cette rétine, qui est relativement bien connue depuis les années 1900, et en particulier déjà en 1918, on a pu valider le fait qu'une rétine n'est pas seulement un ensemble de photorécepteurs, mais c'est un processus, c'est un système beaucoup plus complexe pour lequel les photorécepteurs envoient leur information captée à un réseau de neurones qui réalise déjà une certaine transformation de l'information. Alors dans le cadre des activités du laboratoire GIPSA dans lequel j'ai réalisé ma thèse, un modèle de rétine a été proposé qui s'inspire des propriétés du système biologique et pour lequel on a des fonctions de transfert qui sont relativement bien connues, bien maîtrisées, qui permettent de recopier le système biologique. Alors, pour le résumer, parce que je m'en servirai plus tard dans la présentation, si je présente un flux vidéo à ce modèle de rétine, je vais avoir deux sorties. La première que je vais appeler canal parvocellulaire, qui est la vision centrale, qui me renforce les contours et corrige les variations de luminosité. Par exemple, ici, on a une zone sombre qui est rééclaircie en sortie de canal parvocellulaire, et un deuxième canal que je vais appeler magnocellulaire, qui correspond à l'extraction de l'information transitoire, spatio-temporelle transitoire, qui est plutôt en vision périphérique. Alors, un premier cadre applicatif pour le pré-traitement. Je vais m'intéresser à la compression de dynamique. Alors, la compression de dynamique, de quoi s'agit-il? Vous avez, avec votre œil, la possibilité de capter une information avec une luminosité sur une très grande plage de valeur, du clair de lune jusqu'au soleil en éclairage direct. Donc on est capable de capter cette information-là. Les appareils photonumériques sont de plus en plus à même de réaliser presque la même chose. Cependant, les systèmes de rendu, donc les écrans, ce vidéoprojecteur et puis nos imprimantes sur lesquelles ont été imprimés le manuscrit, par exemple, ne sont pas capables de retranscrire cette dynamique. Donc il nous faut compresser la dynamique pour conserver les détails. Donc un exemple, je prends une image à grande plage dynamique, si je la compresse naïvement, si j'écrase de façon linéaire la gamme de dynamique, je peux obtenir une image de ce type-là. Je vois qu'il y a certains points lumineux, mais j'ai perdu tout le reste de l'information. Un algorithme de pré-traitement qui pourrait me permettre de restituer les détails dans une scène visuelle avec une dynamique plus faible, va s'intéresser à réduire la dynamique de la luminosité, préserver les détails et éviter d'introduire des distorsions pour nous donner une image présentée sur un écran à faible dynamique qui en rend compte de la totalité de l'information dans la scène. Donc, dans ce cadre-là, nous avons proposé un modèle de compression des tons qui est basé sur le modèle de rétine que je viens de vous présenter, qui a été publié à mon arrivée au laboratoire Listic, qui prend en entrée une image couleur de grande plage dynamique, effectue un multiplexage de la couleur pour de l'information couleur, typiquement d'échantillonnage de Bayer, voire échantillonnage aléatoire, pour ensuite être compressé par le modèle de rétine qui effectue naturellement cette compression de dynamique. C'est le canal parvocellulaire en particulier. Donc j'ai en sortie de mon modèle de rétine une image compressée à couleur multiplexée, et je restaure la couleur par une opération de démultiplexage en fin de processus. Donc l'intérêt de cette méthode est qu'elle agit uniquement sur l'information de luminance, elle préserve au maximum l'information de couleur et préserve la sensation de naturel. Donc c'était l'occasion de vous présenter une approche experte. Et dans ce cadre-là, nous pouvons dire que nous avons un pré-traitement qui est maîtrisé, on connaît les fonctions de transfert du système, et nous avons même maintenant des métriques qui nous permettent d'évaluer potentiellement la qualité de ce système-là. Il y a par contre des limites, notamment le fait que l'on s'appuie sur une modélisation partielle de la rétine, qui peut être limitée par nos connaissances sur le système biologique, mais également qui peut être limitée par le fait que l'on a introduit un certain nombre d'approximations. Donc si on a envie, si on a le besoin d'aller plus loin sur ce modèle de rétine pour réaliser cette tâche de compression potentiellement avec une meilleure qualité, pour répondre à d'autres problèmes, on a plusieurs approches d'extension. Par exemple, l'idée serait de dépasser ce modèle expert
parce qu'on en connaît les limites, mais également, pourquoi pas, de découvrir des nouvelles propriétés pour enrichir le modèle et le rendre plus performant, plus maîtrisé. Donc la question qui se pose est, peut-on faire appel à des méthodes par apprentissage pour dépasser ou enrichir ce modèle de pré-traitement? Alors, l'approche classique en apprentissage, elle, va se passer du pré-traitement. C'est ce que l'on voit actuellement. J'ai envie de résoudre un problème de haut niveau sémantique. Le pré-traitement n'est pas vraiment un problème. Il va être caché dans ma fonction que je vais essayer d'apprendre. Je vais en montrer une image à grande plage dynamique et ma sortie ne correspond pas à une compression des tons. Ma sortie va répondre à un problème de plus haut niveau sémantique, catégoriser, segmenter, répondre à un problème compliqué sur mon analyse d'image. Dans ce cadre-là, j'apprends directement un problème de plus haut niveau. Je me passe de l'apprentissage explicite d'un pré-traitement, mais le problème se pose lorsque je dois identifier le pré-traitement pour ne serait-ce que justifier les réponses. On prend une voiture autonome qui a subi un accident parce qu'elle rentre dans un camion dont l'arrière était blanc, de la couleur du ciel, à tout hasard c'est une Tesla, et comment justifier le fait que le système de conduite autonome a généré cet accident. Donc si on doit s'intéresser à une tâche de pré-traitement, dans ce système-là, il y avait quelle était, dans les premières étapes de mon réseau de neurones qui faisait le pilotage, qui faisait la compréhension de la scène visuelle, quelle était l'information pertinente qui a pu être transmise à la suite du réseau qui prenait la décision, on tombe rapidement dans une impasse. L'autre approche, par apprentissage, consiste à apprendre la tâche de pré-traitement. Donc je mets en entrée ma donnée, pourquoi pas, ma donnée brute de grande plage dynamique, et en sortie, je veux avoir ma sortie de pré-traitement qui va respecter certains cahiers des charges. Donc l'apprentissage est tout autre, mais la question est à partir de quelles données, à partir de quels critères je vais pouvoir réaliser cet entraînement. Souvent, cette donnée est relativement rare et difficile parce que c'est de la donnée calibrée. Mais dans tous les cas, si j'y arrive, ça me permettrait, pourquoi pas, de reproduire, voire compléter, voire même enrichir le modèle qui a pu m'inspirer à la base. Alors, cette opération de pré-traitement par apprentissage, on s'y est intéressé dans le cadre d'une collaboration avec l'Université de sciences et techniques de Norvège, NTNU, avec Jean-Baptiste Thomas, sur un problème d'atténuation des effets de brume. Alors, la brume, je vous en donne une illustration. Vous prenez une scène normalement parfaitement visible, non embrumée, et puis cette même scène, on peut la retrouver dans des configurations un peu plus embrumées. Alors, le modèle de brume est quelque chose de relativement bien connu. Il a même été modélisé dès 1924 par le modèle de Koch-Mieder. Le modèle de brume, c'est une combinaison entre l'information originale sans brume, pondérée par une information de transmittance qui est liée à la distance des objets, à la caméra. Et c'est complété par une information de nébulosité. Alors la question qui se pose, c'est comment peut-on comparer des modèles experts qui viseraient à atténuer les effets de brume, comment pourrait-on les comparer avec des approches par apprentissage? Alors pour cela, nous sommes intéressés à la comparaison de ces deux types d'approches sur une base de données, la base CHIC, pour laquelle on a des données parfaitement calibrées, la même scène, avec des points de référence à la colorimétrie parfaitement maîtrisés. Et ce que l'on a pu observer, ce que l'on a pu faire, c'est une comparaison entre des modèles par inversion du modèle expert, et nous avons pu le comparer à des modèles optimisés par apprentissage. C'était typiquement une architecture GAN qui s'appelle Cycle Dehaze, et nous avons pu quantifier l'écart de performance dans le cadre de cette base de données calibrée. Alors ici un exemple, nous prenons une image embrumée, nous sommes capables de calculer une mesure, par exemple le PSNR par rapport à une vérité terrain, et puis nous pouvons comparer le résultat donné par une approche experte, modèle DCP, avec le modèle Cycle Dehaze, et on a l'impression, enfin on mesure, on observe le fait que l'approche par apprentissage est plus performante. C'est très intéressant, c'est un résultat très fort, cependant il faut être très prudent, parce que simplement la base de données sur laquelle nous nous sommes entraînés est coûteuse, donc la donnée naturellement est très rapidement rare, et les données sur lesquelles nous nous sommes entraînés sont d'une diversité au final relativement faible, ce qui va fortement limiter sa généralisation.
Donc l'apprentissage est intéressant, oui, il y a quelques limites. Alors ça nous amène à une première piste pour les perspectives, ça serait de considérer l'apprentissage profond pour réaliser des tâches de haut niveau sémantique. Donc je mets en entrée ma donnée, puis je veux réaliser mon image et je veux réaliser une tâche, typiquement catégorisation, classification ou autre, mais en introduisant explicitement une contrainte sur un pré-traitement qui serait clairement identifié comme une partie amont de mon réseau de neurones, sur lequel je vais introduire des critères d'optimisation spécifiques que je vais pouvoir appliquer lorsque j'ai suffisamment de connaissances sur les échantillons avec lesquels je réalise l'entraînement. Donc je vais avoir un critère de coût qui va être une composition de différents critères d'optimisation. Donc je suis en optimisation multitâche, asynchrone, nous allons voir pourquoi. Mon critère de coût est introduit une pénalité qui est liée à la tâche de haut niveau que je me fixe, qui va être active lorsque j'ai suffisamment de connaissances sur les échantillons et la réponse attendue sur ma tâche de haut niveau sémantique, et puis un ensemble de critères d'optimisation sur ma tâche de pré-processing. Alors ça peut être un critère lié à la compression de la dynamique, comme on l'avait vu, qui peut être complété par d'autres critères comme l'atténuation des effets de bruit. Bref, on peut imaginer introduire un certain nombre de critères spécifiques pour optimiser une partie amont de notre réseau de neurones. Alors ce sera asynchrone parce que nous n'avons pas toujours pour l'ensemble des données, l'ensemble de la connaissance, l'ensemble des données de référence attendues en sortie de pré-traitement et simultanément la réponse attendue en sortie de tâche. On peut avoir des jeux de données avec une connaissance partielle sur l'ensemble de ces deux tâches. Donc nous avons vu la tâche de pré-traitement, l'information est censée être nettoyée. Maintenant nous pouvons nous intéresser à la tâche de représentation qui, elle, a un autre objectif, c'est introduire une invariance qui est liée aux représentations et transformations des concepts. Ce que je veux, c'est extraire un vecteur de description qui va être sensiblement similaire pour le même concept, malgré ces différentes transformations. Par exemple, pour revenir sur mes fameuses coccinelles, j'ai différentes images de coccinelles. J'aimerais avoir une description, un vecteur de description qui soit similaire pour ces trois images, mais qui soit différent au vecteur de description relativement régulier que je vais trouver sur un autre concept, par exemple le concept de vélo, qui aura son propre vecteur de description relativement régulier d'une image à l'autre et fortement différent du précédent. Donc, dans ce cadre-là, nous avons quelques difficultés, c'est faire face à cette variabilité interclasse, donc ça nous arrange, mais par contre, intraclasse, ça, c'est un des challenges les plus importants. Alors, l'état de l'art a jusqu'aux années 2010 fait appel à valoriser la performance des approches dites par sac de mots visuels, qui était proposé par Civic en 2005. Et l'idée est de décrire une image comme la composition d'éléments primaires, qui sont des petits patchs dans les images, qui sont obtenus depuis un vocabulaire, lui-même obtenu depuis l'extraction de patterns, de patchs sur une grande collection d'images. On va sélectionner des patchs, des mots de vocabulaire, ces mots visuels les plus réguliers, les plus significatifs, pour constituer ce vocabulaire, pour décrire n'importe quelle image. Alors, dans ce cadre-là, comme nous avons affaire à un problème de variabilité des données, le problème se pose, un des premiers problèmes qui se pose, c'est la façon de décrire la donnée. Donc, pour cela, on a toute une collection de descripteurs. On va parler de descripteurs spatiaux, comme les SIFT, les LBP et d'autres. Mais nous avons aussi, quand on s'intéresse à la description des contenus spatio-temporels, donc les vidéos, des descripteurs spécialisés, comme les STIP, qui vont chercher des coins spatio-temporels, et les descriptions à base de trajectoires. Il y a un certain nombre de limites. Ces descripteurs sont extrêmement spécialisés. Et pour représenter toute la variabilité des données, on est obligé d'en prendre un grand nombre pour les associer, pour réaliser une fusion de ces différentes méthodes de description. Et également, souvent, la taille des vocabulaires associés est grande, ce qui pose des problèmes, ne serait-ce que calculatoires. Donc, une des premières contributions, la contribution que je vais vous présenter sur les descripteurs spatio-temporels, s'inspire des modèles de rétine, et la philosophie est de proposer un système qui va sélectionner des zones d'intérêt pour ensuite les décrire. Alors, ce modèle de rétine, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Je vous présente une séquence vidéo, on va dire un journal télévisé. Je vais exposer
ma rétine, mon modèle de rétine a un flux présentation télévisée pendant quelques instants, et je vais distinguer pour chacune de ces deux sorties, la sortie parvocellulaire et magnocellulaire, je vais vous présenter ces sorties dans la phase transitoire et dans son régime permanent. Alors dans la phase transitoire, la sortie parvocellulaire de la rétine me donne une information énergétique sur la composante continue, la luminance ambiante de la scène, et les contours grossiers, plutôt les contours de basse fréquence spatiale. Plus tard, lorsque la rétine est stabilisée, j'ai une information plutôt passe-bande, et je fais ressortir en particulier tous les contours intéressants dans la scène. Le canal magnocellulaire, lui, est différent. Il donne une information sur l'information transitoire. Dans la première phase transitoire de la rétine, j'ai une information énergétique sur les zones texturées. Et plus tard, lorsque la rétine est stabilisée, ce canal me donne une information sur les événements transitoires, les événements spatio-temporels. Donc, dans cette philosophie sélectionner puis décrire, nous avons proposé un premier système de sélection des zones d'intérêt. Et il s'appuie justement sur cette sortie magnocellulaire. Et si on réalise une sélection de l'information transitoire localement dominante, simplement avec une différence de gaussienne sur ma sortie magno, je vais être capable de détecter, de sélectionner seulement l'information transitoire dans mon volume vidéo. Alors, je prends un volume vidéo et puis je peux vous le raconter en ne montrant que ce qui a été sélectionné par cette méthode. Dans les premiers instants, je vois par exemple dans cette vidéo un présentateur à son bureau, accompagné d'un texte en haut à droite. Le temps passe, le présentateur ne bouge plus, car il n'est plus sélectionné. Par contre, le texte bouge, il monte à la verticale. Un peu plus tard, mon présentateur bouge la main. Un peu plus tard, nous avons un changement de plan. Donc j'ai une méthode qui me permet de simplifier le contenu spatio-temporel que je vais décrire. À partir de cette approche, nous avons proposé une méthode en description basée sur les sacs de mots, typiquement avec des shifts, mais qui va être restreinte à une description par guidance sur les zones sélectionnées par la méthode que je viens de vous présenter, sur les deux sorties de la rétine. Ce qui me permet d'avoir une description spatio-temporelle qui n'est pas exclusivement basée sur l'information de mouvement, qui n'est pas exclusivement basée sur l'information spatiale, qui associe les deux et qui nous donne des performances assez intéressantes. Alors justement, l'intérêt de l'approche, c'est grâce à cette sélection par région d'intérêt, je vais avoir un équilibrage de l'information de contexte et l'information transitoire, je vais avoir un gain en explicabilité parce que je suis capable de montrer quelles zones ont été décrites dans ma séquence vidéo. Grâce à cette méthode, j'ai réduit la variabilité des données, donc ça me permet d'avoir des descripteurs de taille plus réduite, ce qui était un frein sur les méthodes précédentes. Et puis, ma description s'appuie sur mes sorties de rétine qui ont elles-mêmes introduit une invariance de transformation qui sont liées à ma captation. Donc j'ai une information un peu plus robuste. Et tout cela peut être évalué dans le cadre des campagnes TrekVid au sein du consortium de laboratoire IRIM pour lesquels nous avons pu comparer différentes méthodes de description. Et ce que l'on a pu en conclure sur une tâche d'indexation à grande échelle, sur une grande variété de vidéos, différentes sources et différents concepts à détecter. Cette méthode permet de rester d'aller dans la gamme haute des performances des méthodes par approche sac de mots basées sur les descripteurs SIFT. Et elle est également complémentaire avec d'autres approches. Et notamment, elle est complémentaire même avec des approches par apprentissage profond. Donc si on fusionne ces différentes façon de décrire, on monte en qualité d'indexation sur cette tâche. Par contre, dans l'absolu, le niveau de performance sur cette tâche relativement difficile est bas. Donc la question qui se pose est comment peut-on faire mieux et potentiellement comment peut-on le faire par apprentissage? Alors dans ce cadre-là, je vous présente deux approches classiques. La première est l'apprentissage par transfert. Je me fixe un objectif, d'écrire une information pour ma collection de vidéos ou d'images. Pour ce faire, je peux faire appel à un réseau qui a été pré-entraîné sur une base de données, sur un sujet relativement connexe, par exemple une tâche de catégorisation. Nous avons un certain nombre de réseaux de neurones extrêmement performants qui ont été entraînés sur la base de données qui s'appelle ImageNet, qui est capable de réaliser la catégorisation de quelques milliers de catégories différentes d'objets dans les images.
sur une grande variété de contextes. Donc l'idée, c'est réexploiter un réseau préentraîné sur ce type de tâche pour l'utiliser dans notre nouveau contexte. Donc le transfert, dans ce cadre-là, on considère un réseau préentraîné, qui est cette grande composition de fonctions, et on va conserver seulement la partie amont, et utiliser la sortie de cette partie amont comme vecteur de description pour ma nouvelle tâche. L'intérêt est que l'on s'appuie sur des caractéristiques relativement générales, c'est une des forces des réseaux de neurones, mais par contre, la question est, ces caractéristiques sont-elles aussi adaptables que ce qui est vendu dans les différents papiers? L'intérêt de l'approche est le fait que le coût de calcul, une fois que le réseau est entraîné, est relativement réduit. Une autre approche vise à ce que l'on appelle faire de l'apprentissage de représentation. J'ai une collection de données pour lesquelles je n'ai pas forcément de connaissances. Je vais me fixer un objectif, entraîner un réseau de neurones, pourquoi pas, une grosse architecture optimisée par apprentissage, sur une tâche d'encodage-décodage. Je vais me fixer un objectif sur ma première partie de réseau, réaliser une fonction f qui m'extrait une représentation de ma donnée brute initiale, et à partir de cette représentation, définir une autre fonction g qui aura pour objectif de reconstruire, revenir à l'origine, reconstruire ma donnée initiale. Une fois que le système est entraîné, et ça on peut le faire directement sur nos données cibles d'utilisation, on peut le faire de façon non supervisée, et on a appris des caractéristiques potentiellement pertinentes, car adaptées. Et dans ce cadre-là, on n'utilisera que la partie codante de notre réseau. Donc, pour cette tâche de caractérisation, extraction de caractéristiques par apprentissage, nous nous sommes exclusivement focalisés jusque-là sur l'apprentissage par transfert. Nous l'avons expérimenté dans différents cadres. La reconnaissance de lieux, dans le cadre du concours TrakeBit sur la tâche Instant Search, dans le cadre du consortium IRIM, la détection d'objets, dans le cadre de la thèse CIFRE avec Rizlan Raoui et l'entreprise About Goods, et l'observation de la Terre, dans le cadre de la thèse d'Amina Benabida, et maintenant d'Emna Amri sur de l'imagerie satellitaire SAR. Sur l'ensemble de ces travaux, on observe le succès indéniable des approches par apprentissage par rapport à des approches expertes. Donc c'est vraiment la force de cet apprentissage. Par contre, il y a un certain nombre de limitations, des questions, notamment comment justifier, comment qualifier la qualité et la pertinence des caractéristiques que j'ai transférées d'un domaine pour les appliquer dans un autre. Donc la question est, ne peut-on pas utiliser ces idées des approches expertes pour arriver à répondre à ces premières questions? Et c'est dans ce cadre-là que je vous présente les deuxièmes perspectives qui ont trait à s'appuyer sur des méthodes par apprentissage profond pour réaliser des tâches de haut niveau sémantique, donc de ma donnée, encore une fois, réaliser des tâches de catégorisation, segmentation ou autre, mais introduire des contraintes spécifiques sur la partie amont de mon réseau de neurones pour obtenir des caractéristiques qui répondent à des critères que je me fixe. Alors, l'objectif serait, par exemple, de reproduire, au moins pour une partie des caractéristiques produites, produire des caractéristiques qui vont reproduire ce que saurait me donner un modèle expert. Ce peut être aussi d'autres contraintes qui seraient, par exemple, ce que l'on retrouve dans les approches variationnelles, imposer une forme sur la distribution de mes caractéristiques. Donc ça veut dire que je vais me retrouver dans une situation d'apprentissage multitâche pour lequel j'aurai un ensemble de critères d'optimisation. Le premier étant la réalisation de la tâche, mais qui va être complété avec un ensemble de critères liés à l'optimisation de ma synthèse de caractéristiques. Voilà. Donc dans ce cadre-là, nous pouvons passer à la dernière contribution qui est exclusivement liée à l'apprentissage et qui est une tâche relativement générale dont l'objectif est le suivant: trouver une fonction f à laquelle répondent un certain nombre d'observations. Donc on a parlé d'un certain nombre de tâches. Comment les réaliser? Ça a été plus ou moins dit implicitement dans les slides précédents. Nous voulons approcher cette fonction f que l'on se donne comme objectif. Nous allons l'approcher par des modèles paramétriques fθ que l'on va optimiser sur notre ensemble de données. Donc nous avons une erreur à minimiser, c'est un écart entre la réponse de mon modèle paramétrique et puis la réponse de mon système cible. Donc dans ce cadre-là, nous allons chercher à faire des hypothèses, nous allons créer des modèles qui vont, de par leur structure,
essayer de répondre à satisfaire certaines hypothèses de régularité, problème de symétrie, invariance en translation ou autre, pour me permettre d'avoir une réponse constante malgré différentes transformations de ma donnée initiale. À ce jeu-là, les réseaux de neurones récents, profonds en particulier, montrent des capacités réellement surprenantes. Et tout ça, pourquoi? En partie grâce à ces structures, pas vraiment nouvelles, mais plus originales qu'auparavant, avec des opérateurs un peu plus spécifiques, cette notion de profondeur et d'analyse multi-échelle qui permet de répondre à des questions beaucoup plus difficiles que ce que l'on pouvait faire auparavant. Alors, ça marche, oui, mais nous avons quand même quelques difficultés dans le cadre d'apprentissage depuis peu d'exemples. Comment apprendre une régularité lorsque l'on travaille avec seulement quelques milliers d'échantillons, alors que notre fonction potentiellement peut contenir des millions de paramètres? Alors, nous avons toute une littérature sur le sujet. Nous avons en particulier les approches Glutton, le Greedy Layer-Wise Training de Bengio dans les années 2006-2007. Nous avons parlé d'apprentissage par transfert. On peut également parler de meta-learning, faire de l'apprentissage par transfert sur un grand nombre de petites tâches. On peut parler d'augmentation de données. Mais d'une façon générale, on s'appuie assez souvent sur la notion de pré-entraînement. J'ai un jeu de données limité, par contre, sur lequel j'ai peu de connaissances. Par contre, je peux avoir, en général, des données relativement similaires à côté, sur lesquelles j'ai plus de compétences, plus de connaissances, sur lesquelles je peux faire un pré-entraînement, pour ensuite m'entraîner directement sur mes données cibles plus efficacement. Le problème est toujours là, lorsque l'on s'intéresse à des données rares et spécifiques, et un des exemples, c'est en remote sensing, par exemple, l'information, l'imagerie hyperspectrale, qui n'est pas cette image classique pour laquelle, pour chaque pixel, nous avons seulement 3 informations rouge, vert, bleu, mais pour chaque pixel, nous pouvons avoir une description spectrale extrêmement riche, avec un échantillonnage, une énergie par longueur d'onde extrêmement riche sur plusieurs centaines de bandes. Donc dans ce cadre-là, comment travailler si on a extrêmement peu d'échantillons? Alors c'est le sujet, un des sujets d'études auxquels nous nous sommes intéressés dans le cadre de la thèse d'Amina Benhamida. Nous nous intéressons à des jeux de données de taille relativement réduite, qui sont bien connus dans le domaine. Par exemple, je vous présente ici une représentation rouge, vert, bleu de l'université de Pavia, qui est une toute petite image de taille 600 par 300 pixels, et pour lequel on a une annotation par pixel en 9 catégories relativement partielles. Donc vous retrouvez ici cette vérité terrain, et en coloré ne sont représentés que les pixels pour lesquels on a une connaissance. La question est comment peut-on réaliser une tâche de segmentation sémantique, catégoriser chacun des pixels, depuis seulement une partie des pixels à noter. Alors, dans le cadre de ces travaux, nous avons proposé 2 choses. D'une part, un réseau adapté. Il fait appel à des convolutions 3D qui vont permettre de traiter directement les voxels, donc l'information spatiale et spectrale à l'unisson, dans les premières couches du réseau de neurones, pour ensuite réaliser la tâche de catégorisation. Donc une structure adaptée au type de signal d'entrée, et puis une méthode d'optimisation qui, elle, s'appuie sur une sélection un peu originale des échantillons. L'approche classique en segmentation sémantique consiste à essayer, pour un patch de données, de catégoriser l'ensemble de ces pixels. Ce que l'on propose, nous, et pour favoriser la richesse des voisinages, c'est de s'intéresser à des patchs qui correspondent à la taille du champ récepteur de notre réseau de neurones et ne vouloir catégoriser que le pixel central du patch. Ça nous permet d'obtenir un entraînement par sélection. On peut beaucoup plus facilement équilibrer les classes et montrer le voisinage beaucoup plus explicitement à notre réseau de neurones. Donc on a un gain d'entraînabilité. Ça nous permet également d'avoir des structures légères, par exemple seulement 6000 paramètres 8 couches. Pour ceux qui font du deep learning couramment, c'est extrêmement peu. Alors, du point de vue indicateur de performance, le premier avantage est l'entraînabilité. Ce réseau à 6000 paramètres, on l'entraîne en moins d'1 heure sur un CPU, ce qui n'est pas très courant en deep learning. On a également pu montrer que l'on peut s'entraîner sur extrêmement peu de données, 5% de la base de données, cette petite image seulement partiellement annotée, ça fait à peu près 2000 échantillons, pour pouvoir ensuite obtenir une précision, une exactitude en particulier, de notre classification relativement élevée sur les 95% des données connues que je me suis fixé en validation. Donc on est
on a des performances à l'état de l'art pour 1/10 des paramètres par rapport aux autres méthodes. Chose intéressante, le réseau entraîné est transférable. On a pu l'optimiser sur un jeu de données et réutiliser la partie amont du réseau dans un autre cadre, dans un autre contexte d'acquisition avec le même capteur. Et chose intéressante, la taille des champs récepteurs réalisés avec ce réseau de neurones correspond à ce qui était utilisé avec les approches expertes classiques de l'état de l'art. Il y a par contre bien sûr des limites, mais ça on en a déjà parlé. Le manque de compréhension, que se passe-t-il même dans cette architecture légère, c'est encore du travail à réaliser. Et puis bien sûr, il faut être conscient, on s'est entraîné sur peu de données, et par là, nous avons potentiellement vu trop peu de variété des données, donc une généralisation limitée. Donc tout ça a donné lieu à une publication TGRS que je peux vous inviter à découvrir. Donc il reste des questions ouvertes sur la tâche d'apprentissage avec peu d'exemples. Comment expliquer le modèle, comment justifier les réponses? C'est le premier problème. Mais l'autre problème est associé à l'extraction de données d'entraînement. Comment faire pour les collecter à moindre coût? La notation coûte extrêmement cher et il faut maximiser la rentabilité de l'expert qui va faire les annotations. Alors, ce qui peut être très intéressant, ça peut être, dans ce cadre-là, faire appel à des travaux complémentaires, par exemple les travaux de thèse de Nicolas Voiron, qui lui s'est intéressé à des approches par apprentissage actif avec propagation automatique de connaissances. On a un système qui permet d'effectuer un clustering sur nos données pour identifier des échantillons pertinents qui vont être présentés à un oracle, un expert qui devient oracle et qui, à la moindre de ces annotations, permet des déductions en cascade d'un autre grand nombre d'échantillons. Donc ceci nous amène aux perspectives assez générales qui s'intéressent exclusivement à l'apprentissage profond avec l'introduction de cette approche experte qui vise à décomposer le problème en sous-problèmes. Je veux réaliser une tâche de haut niveau sémantique, mais je vais le faire de façon multitâche, décentralisée potentiellement, et puis asynchrone, parce que pour un certain nombre de sous-ensembles de ma structure, je vais me fixer des critères, à la fois sur une tâche de pré-traitement, à la fois sur une tâche d'extraction de caractéristiques, et bien sûr de prédiction de tâches de haut niveau sémantique, et je vais appliquer ces critères d'optimisation en fonction de la connaissance que j'ai sur l'ensemble de mes échantillons. Donc je vais le faire de façon asynchrone. Nous aurons l'occasion d'en discuter dans les questions. Voilà. Donc en synthèse, ce que je vous ai présenté, c'est un ensemble de contributions sur des approches expertes et des approches par apprentissage. Pour les résumer, sur la tâche de pré-traitement, nous avons parlé de modèles de perception. Sur la tâche d'extraction de caractéristiques, j'ai présenté des méthodes d'extraction d'informations spatio-temporelles et nous avons également contribué sur la fusion. Et puis pour les approches par apprentissage, nous nous sommes intéressés à l'optimisation avec peu d'exemples et puis des réseaux qui ont des structures particulières adaptées aux données. Et nous avons parlé d'approches par transfert. Les perspectives que je vous ai déjà présentées, mais sont assez générales, elles visent à aller vers l'explicabilité et la justification des prédictions données par les réseaux de neurones en introduisant un certain nombre de critères tout au long de la structure de mon réseau de neurones. Donc nous sommes dans un cadre d'apprentissage multitâche. L'apprentissage multitâche classique de l'état de l'art consiste plutôt à réaliser plusieurs tâches en sortie de réseau de neurones. L'aspect original de ces perspectives est plutôt de compléter par des critères introduits tout au long de ma chaîne de traitement, mais qui reste un réseau de neurones profond. Donc l'intérêt est que je vais, dans ce cadre-là, pouvoir revenir à cette structuration qui a aussi fait la force des approches expertes, pour lequel je vais pouvoir délocaliser certaines parties de mes processus. Par exemple, la portion de pré-traitement de mon réseau de neurones, voire même d'extraction de caractéristiques, je vais pouvoir la rapprocher de ma source de données, parce que j'ai une volumétrie importante et il peut être intéressant de transporter une information de plus faible volumétrie vers l'utilisateur. Et puis, je peux avoir des systèmes avec des optimisations relativement indépendantes qui pourront communiquer et se moduler en fonction de la connaissance et du degré de maturation que j'ai sur mes différents processus. Alors, ces perspectives sont intéressantes, mais il faut quelques moyens pour les réaliser. Déjà, en termes de projet,
dans quel domaine aller travailler. Alors, il y a déjà un certain nombre de collaborations dans le domaine multimédia, notamment avec les confrères de l'Action même et anciennement ERIM au sein du GDR. Dans le cadre de la physique, nous travaillons déjà avec le laboratoire de physique des particules d'Untillieu sur des problèmes de caractérisation des rayons gamma. Et puis je vous ai également parlé de problèmes physiques visant à réaliser l'atténuation de la brume sur l'étage de pré-traitement avec NTLU. On a des travaux en remote sensing d'imagerie satellitaire pour lesquels on a de fortes compétences au sein du laboratoire LISTIC et déjà des collaborations avec d'autres laboratoires comme TETIS et Sondra. Et enfin, du point de vue industriel, on a des contrats, des contacts déjà bien établis avec Total, avec une thèse déjà lancée, des contacts avec Renault et puis bien sûr les startups. Tout ça s'accompagne de moyens de calcul et là on peut profiter de l'infrastructure MUST, le mésocentre de calcul de l'université qui monte en puissance et qui devient de plus en plus adapté à ces tâches d'apprentissage. Et d'une façon générale, l'ensemble de ces travaux va couvrir différents domaines pour lesquels il faut trouver des partenaires. Nous avons parlé d'informatique, informatique distribuée, bien sûr tout ce qui est modélisation mathématique. Nous avons la physique qui est apportée par le cadre applicatif. Et puis nous cherchons cette inspiration avec les neurosciences, les systèmes vivants. Et là, ça sera intéressant de se rapprocher d'instituts neurosciences, notamment celui de Grenoble. Alors, les perspectives, au-delà des perspectives plus long terme, nous avons déjà des travaux qui sont engagés. Ils sont principalement associés à l'imagerie satellite, avec une thèse qui se termine actuellement, la thèse d'Amina Benhamida, et une thèse en collaboration avec Total sur un problème de détection sur l'imagerie SAR. Et puis nous avons un problème d'inversion sur un problème de physique en astrophysique avec le laboratoire LAP. Donc on a une échéance, enfin une fin de projet autour de 2021. Et pour mettre en œuvre l'ensemble des perspectives que je vous ai présentées, nous avons un certain nombre de projets déjà déposés ou suffisamment matures pour un dépôt dans un avenir proche, suivant la charge. Nous avons en particulier un projet sur l'explicabilité dans le domaine multimédia avec l'ANR DEMIR, qui consistera à introduire des critères sur la représentation des données, l'utilisation de la science et la justification des réponses. Nous avons, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple en remote sensing, des problèmes d'inversion avec une ANR portée par Yajinian au laboratoire LISTIC sur des problèmes d'inversion sur des champs de déplacement sur des systèmes volcaniques, des problèmes de détection génération en remote sensing avec le laboratoire Sondra, et puis un certain nombre de travaux prêts à être déployés, encore une fois sur l'explicabilité avec Nicolas Mégé au laboratoire LISTIC et des partenaires du LIRIS et laboratoire TETIS, voire revenir à ces problèmes de pré-traitement, de dehazing avec NTLU. Donc, le planning est chargé, mais tout le monde connaît la recette. On fait beaucoup de dépôts, certains sont acceptés, d'autres sont reportés à une date ultérieure, à une session ultérieure. Donc on a un programme qui est déjà riche, qui ira largement au-delà de 2025, normalement. Et ceci conclura ma discussion, certainement un peu trop longue, mais je vous laisse la parole pour les questions.